Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Il faudrait que je remercie, entre autres, la maison Armatan, qui est aussi l'éditrice. Il y a quelqu'un, je sais pas. Ben, il n'est pas là. Voilà. Non, non, arrête tout. La maison qui a édité ce bouquin. Voilà. Remercier Philippe Bonnet, non seulement pour les paroles d'introduction qu'il vient de tenir, mais parce que la mise en œuvre de ce prix Victor Hugo c'est le résultat d'une entreprise importante que Cuba Coopération France a menée, d'abord en aidant à créer avec Célio Leal la Casa Victor Hugo, et ensuite à faire qu'une des initiatives de la Casa Victor Hugo, ce soit précisément d'étudier en commun l'histoire des relations franco-cubaines, en particulier dans le domaine culturel, mais je pense qu'à l'avenir, on ne se limitera pas simplement à ce simple aspect, qu'il y a des domaines techniques, scientifiques et autres qui vont bien au-delà de la culture. Voilà. Donc, remercier Philippe Bonnet, remercier Cuba Coopération France et Paula Lecomte qui est ici présente pour le travail qu'elle a fait dans ce sens-là. Alors, bon, je ne vais pas faire une analyse détaillée de ce bouquin. D'abord, ça se présente comme les actes d'un colloque et c'est très difficile à résumer. C'est un exercice qui dépasse mes capacités de synthèse. Hein. Voilà. Mais je voulais faire quelques considérations sur le prix, sur les gens qui ont reçu le prix, sur les textes, sur leur contenu et ce qui m'a paru le plus intéressant. Alors, il a été dit, effectivement, tout ça, c'est le point de départ, c'est Victor Hugo. Bon, je pense que ici tout le monde le sait pourquoi. Au départ, c'est que ça a été la grande voix, la grande conscience mondiale qui, en 1869 et 1870, s'est levée pour dire le droit de Cuba à l'indépendance est juste. Et la guerre des Cubains contre le colonialisme espagnol est juste. Et donc, ça représentait pour les Cubains en lutte, à l'époque de Céspedes et les autres, un appui moral exceptionnel. Hein. C'est comme si aujourd'hui le pape et toutes les autorités morales et tous les prix Nobel de littérature s'unissaient pour dire la cause palestinienne est juste, la cause kurde est juste. Voilà. Bon. Alors, donc ils ont, en hommage à cela, Victor Hugo est très apprécié, mais il était aussi, avant même cela, pour ses écrits, hein. Et donc c'est l'influence de l'homme politique, de l'homme, de la pensée, et de l'écrivain qui est célébré à Cuba. Alors, dans quel esprit a été fait ce prix? Philippe Bonnet l'a dit, ça se passe à Cuba, hein. Peut-être qu'un jour on le fera aussi en France, je n'en sais rien. Mais c'est à Cuba, il s'adresse donc à des Cubains, hein, qui amenaient à réfléchir pendant une année à un thème donné, et l'année en 2013 c'était la création artistique en France et à Cuba. En partant de l'idée que les relations franco-cubaines, qui sont anciennes, qui sont belles, qui n'ont jamais été en conflit à aucun niveau, hein. Notre pays n'a jamais rompu avec Cuba, même en 1959, les relations sont anciennes, hein, elles sont diverses, hein, il y a eu des pirates, il y a eu des esclaves, il y a eu des maîtres d'esclaves, il y a eu des trafiquants d'esclaves, hein, donc tout n'est pas rose dans les relations entre la France et Cuba, surtout à l'époque coloniale, mais il est vrai que la France a été présente à beaucoup d'endroits, beaucoup de lieux, et elle reste présente physiquement, économiquement, culturellement et parfois. Donc c'est ça qui a été étudié par les Cubains. Philippe Bonnet vous l'a dit, il y avait 3 niveaux selon comment je dirais, la pratique de l'écriture des personnes qui interviennent. On peut la mettre au même niveau un élève de première qui a quelques rudiments, ou un retraité qui s'est intéressé à la France parce qu'il a lu tel romancier, et puis celui qui est déjà un érudit, qui s'intéresse à la littérature ou à la philatélie ou au sport, avec le professionnel, entre guillemets, qui est chercheur ou enseignant à l'université. Voilà. Donc c'est pourquoi il y avait 3 catégories, et c'était bien. Parce que sinon, si on le limite au seul professionnel, ce sera pas mal, mais ça n'aura pas l'effet recherché
qui est de faire participer le plus possible collectivement la population cubaine intéressée à la France à cela. Alors moi je trouve que 165 personnes aient répondu, disséminées dans tout le pays, pas seulement à la Havane autour de l'université. C'est déjà un très bel exploit. Je me disais l'autre jour, je le répète, je ne suis pas sûr que si nous faisions la même chose en France, nous trouvions 165 personnes capables de rédiger, je ne dis pas en espagnol, mais en français, même en français, et apporter du neuf sur un aspect quelconque des relations franco-cubaines. Or, ne serait-ce que relations récentes depuis la Révolution, à travers la salsa, à travers l'affiche, on appelle ça, à travers le sport, à travers, je ne sais combien d'affaires, à travers les jumelages de ville à ville, il y a des centaines de thèmes, de sujets qui concernent les relations culturelles franco-cubaines, telles qu'elles ont été mises en pratique depuis un demi-siècle. Or, mais je dis, c'est pas sûr qu'on trouvait 165 personnes capables de rédiger 15 pages, c'était le maximum, mais je crois que certains ont fait 7, 8, 9, 10, 12, 15 pages, de façon lisible, plus que lisible, intéressante et novatrice. Et ça qui est, enfin je veux le signaler, c'est important. Voilà. Alors, il y a donc ces trois catégories, comme je l'ai dit. Cette abondance quand même relative de réponses et la qualité de ces 25 qui ont été choisis, je pense qu'on ne fait pas partie du jury, donc on est extérieur au jury. Je m'imagine que comme tout jury, il a eu à se casser la tête, ou est-ce qu'on arrête la barre de ceux qu'on publie et qui en donnent le premier prix. Moi je dis, avec ceux que je vois, je n'aurais pas donné le premier prix à celui-là, je vais donner à un autre. Peu importe, ça veut dire que c'est tout à fait secondaire, c'était pas l'objet de l'affaire. Mais qu'est-ce que ça prouve? D'abord, ça prouve le goût des Cubains pour l'étude. Quand même. Ah oui, c'est ça la première chose, le goût pour... Deuxièmement, le goût pour l'intérêt pour leur histoire nationale. Un des pans de leur histoire nationale. C'est donc leur lien avec leur patrie, comment ils la voient, comment ils la ressentent, comment ils l'enrichissent, ils la connaissent. Et puis troisièmement, en lisant les textes, ça démontre vraiment leur aptitude à penser de façon autonome. Je disais l'autre fois, j'ai relu, j'ai pas vu citer ni Marx, ni Lénine, ni Mao Tse-tung, à peine Marty, voilà. Bon, un peu le plus c'est le seul. Ça veut dire qu'ils ne sont pas formatés, ils ne partent pas de la recherche avec des présupposés théoriques. La démarche chez certains marxistes, mais d'autres est tout à fait indépendante. Donc il y a une très grande diversité d'approches qui est faite. Ça, je trouve, j'ai bien noté, donc grande indépendance de jugement. Alors, peu d'écrits en français, c'est parfaitement normal. Nous, en France, on trouve naturellement plus de personnes parlant l'espagnol ou écrivant en espagnol. C'est notre histoire. Nous avons des fils d'Espagnols, des Espagnols chez nous, etc. À Cuba, des fils de Français, il n'y en a pas beaucoup, qui parlent. Et d'autre part, pendant un certain temps, le français était peu enseigné. Vous savez que c'est en hausse, hausse constante, je ne sais pas depuis des années, même plus. Il y a de plus en plus de demandes pour le français. L'Alliance française fait de gros efforts, les institutions. Donc il y a un grand renouveau du français à Cuba, et donc on peut estimer, je suis presque mettre mon feu, pour le prochain concours, c'est pas trois copies en français qui pourront être sélectionnées, mais sûrement davantage. Voilà, ça va de soi. Voilà. Bon. Alors, donc cette catégorie, langue française, elle est appelée, à mon sens, à se développer. Et du coup à acquérir, je le redis, un certain rang. Les prix ont un nom, ça s'appelle Esmeralda, pour les professionnels, Hernani pour les gens intermédiaires, et la troisième catégorie, les débutants en français, ça n'a pas de nom. Moi je dis qu'il faut l'appeler Gavroche ou Cosette, allons dans le sens de Victor Hugo, prenons quelqu'un du peuple, qui représentera ce que les gens s'intéressent. Voilà, bon. Alors, sur le livre, alors, d'abord, j'espère que vous le verrez. Bon, je sais que Cuba Coopération ne compte pas vendre beaucoup, enfin, espérerait bien vendre beaucoup, mais je ne crois pas qu'on en vendra beaucoup par les actes de colloque. Je sais que c'est difficile à diffuser, d'une part, mais c'est un livre bien fait. Je félicite ceux qui y ont travaillé, alors Batable, aussi Paula et les autres qui ont relu. Il n'y a pas de coquille, c'est très très bien fait, bien relu, bien lisible. Alors, il y a eu un choix des coordinateurs que j'approuve totalement.
c'est de ne pas avoir classé, rangé, ordonné les textes, soit en fonction du palmarès, hein, en commençant par le deuxième prix, le premier prix, pourtant jusqu'au prix d'excellence, ni le palmarès, ni les catégories. Donc tout est fondu, et c'est très bien. Et là on s'aperçoit que quelqu'un qui concourt dans la catégorie 3 ou dans la catégorie 2, il peut faire un travail qui a autant d'intérêt, objectivement parlant, ou qui va intéresser davantage telle personne, tel public, que celui qui a traité à nouveau de Carpentier, ou de Marty, ou de Virgilio Piñeira. Alors, en mélangeant tout cela, je crois que c'est une bonne démonstration de la valeur d'ensemble, et de l'intérêt d'ensemble, et du fait qu'on n'a pas à chercher une hiérarchie, et à vouloir hiérarchiser. Je crois qu'il faut prendre l'ensemble. Hein. Ça intéresse pas, on va ouvrir en fonction de, tiens, lui s'adresse à la linguistique, celui-là s'adresse à l'histoire de l'art, celui-là à un architecte français. Bon, c'est bien que tout le monde ne va pas dire systématiquement ça, à part 2 ou 3, disons, spécialisés. Voilà. Donc, ça veut dire que ce dialogue interculturel auquel prétend la maison Victor Hugo, et Cuba Coopération France, et France-Cuba, et Cuba-Si-France, hein, ben tout cela se trouve bien mis en œuvre dans cet ouvrage. Donc, où les textes sont donc classés sans rigidité, sans hiérarchie, sans ligne normative. Hein. Voilà. Alors, on l'a dit, c'est essentiellement en espagnol ici. La création artistique en France et à Cuba, comme sous-titre, rencontre, séparation et rendez-vous manqués. En espagnol, c'est plus simple, encuentros y desencuentros. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus fort, je trouve. Mais on est obligé, ils ont très bien fait, de décomposer desencuentros, parce qu'il y a 2 choses à desencuentros. Hein. La mauvaise rencontre et la rencontre qui n'a pas eu lieu. Hein. Et c'est ça les desencuentros. Alors, et je trouve que c'est bien de l'avoir ajouté, parce qu'on est toujours tenté, quand on veut faire quelque chose dans ce sens-là, on y va de tout son cœur, de son esprit, on veut montrer tout ce qu'il y a de positif. Hein. Mais c'est que tout n'a pas été toujours positif. Hein, ce que faisait allusion tout à l'heure, il y a des moments où, sans être en conflit, la France n'a pas présenté son meilleur visage à Cuba, hein, ou peut-être parfois Cuba à la France. Hein, je veux dire, et bon, il faut en parler aussi, parce que sinon, ce serait tronquer l'histoire, on ne verrait que des sommets, hein, que des réussites. Non, pas possible ça. Alors, dans les desencuentros, c'est là qui m'a beaucoup intéressé. Je pense qu'il n'y a que vraiment les spécialistes de l'histoire de Cuba qui le connaissent, c'est la période 1808-1815. Après l'invasion de l'Espagne par les armées napoléoniennes, eh bien, il y a eu chez les créoles cubains, pré-cubains, appelés à devenir très prochainement des Cubains, hein, mais qui sentaient encore créoles espagnols, des réactions d'hostilité très, très fortes. Hein. On a fait la chasse aux Français. Hein. Autant on avait accueilli, presque à bras ouverts, les colons français et leurs esclaves qui venaient depuis 1791, un peu plus tard, 95, 96, 1801, 1805, et même encore 1808, qui venaient parce qu'ils apportaient du savoir-faire, ils apportaient de la culture, ils apportaient de la technique, ils apportaient de l'argent, ils apportaient des esclaves, gratis. Hein. Bon, et ils ont été bien vus parce qu'ils ont développé la culture du café et toute culture. Mais en 1808, brutalement, avec l'invasion de l'Espagne, hein, il y a eu une réaction anti-française, hein, gallophobe, indiscutablement, avec la chasse aux faciès, aux Français, hein, celui qui parlait français, qu'il soit blanc, qu'il soit mulâtre, qu'il soit noir, parce que l'esclave, il parlait le patois d'Haïti. Hein. Et donc, ce qu'une personne ici a étudié, très bien, c'est ce qui est paru dans la presse. Il y a eu une petite liberté de la presse, hein, en Espagne et dans les colonies, autour de les Cortés de Cadix, etc. Donc des journaux, et là, cette personne a étudié dans cette presse qui surgit brutalement, assez nombreuse, il y avait une bonne dizaine de titres, hein, c'est pas rien, tous les poèmes qui sont consacrés à la vision du français et au rejet du français. Et c'est d'une violence, hein, extraordinaire et assez juste, parce que celui que José Martí appellera El Corso Vil, Napoléon, eh bien les autres le traitent à peu près des mêmes noms. Hein. C'est plus Bonaparte, hein, c'est l'envahisseur qui prive les Espagnols de leur liberté, de leur indépendance. Et là,
dans cette version-là, il y a effectivement, alors évidemment, Napoléon étant le symbole des Français, c'est tous les Français en prennent pour leur grade, même ceux que Napoléon mettait en prison ou avait pourchassé, les républicains, et tous les Français. Bon, c'est intéressant à voir qu'il y a eu cette réaction, et comme la poésie est le genre le plus naturel, le plus développé, le plus spontané, et le mieux compris à l'époque, bon, ben c'est dans ces courts poèmes que l'on voit bien la force, je répète, l'animosité anti-française. Donc ce Desencuentro-là, qui a duré à ce moment-là, ça a pris fin en 1815 avec la fin de l'Empire, et puis avec la venue d'autres Français, mais à ce moment-là, c'est des Français pacifiques. Curieusement, certains sont des Corses, hein, qui ne trouvent plus leur place avec le retour des Bourbons. Hein. Les Corses sont devenus comme... Ils s'en vont... La grande immigration française de Porto Rico, c'est pratiquement des Corses, hein, qui ne trouvent plus leur place en France, parce qu'eux-mêmes, on les assimile à tous des Napoléoniens, ce qui n'est pas vrai non plus. Hein. Mais surtout, il vient, vous le savez, les émigrés, les immigrants, vu Cuba, qui viennent du sud-ouest, qui quittent Bordeaux, qui viennent des pays du Gers, des Landes, des Basses-Pyrénées, et qui viennent travailler la terre, ou qui viennent comme colons, ou qui viennent comme artisans travailler dans la canne à sucre. Ça va être la grande immigration française qui va durer à peu près un demi-siècle. Hein, voilà. Alors voilà pour ce espace de 17 quatos. Alors les thèmes dominants dans ces 25 études, 17 publiées intégralement et 8 sous forme de résumé, c'est évidemment la littérature et l'art, mais ce n'est pas une surprise, le sujet, la création artistique en France, ça a prédisposé à cela, c'est évident. Bon, un beau jour, peut-être on rajoutera la médecine, on rajoutera d'autres choses, il y a eu beaucoup de rapports, mais voilà. C'est donc la littérature et l'art, et évidemment les noms qui reviennent le plus, c'est Marty, c'est Carpentier, c'est Piñera, hein, comme on pouvait s'y attendre. Ce qui est un peu surprenant, mais agréablement surprise agréable, c'est que comme ce sont des auteurs de province, hein, ils ont très bien compris qu'ils pouvaient tirer leur épingle du jeu en parlant de ce qui localement s'était produit. Hein. Et là, on a des études plus nombreuses, potentiellement, par exemple à Matanzas, sur Matanzas, que sur Santiago de Cuba. On sait que l'émigration française est à Santiago de Cuba, fondamentalement, dans la montagne autour, hein, le Guantánamo, Baracoa, les grandes plantations de café, etc. Bon, aujourd'hui, il fait partie des circuits touristiques, ça le fera de plus en plus. Mais on sait aussi qu'il y avait des Français ailleurs, hein, à La Havane, dans l'ouest de Cuba, mais il y avait beaucoup à Matanzas, qui était une ville qui a été une ville prospère au XIXe siècle, puisque à mesure que la culture du sucre s'étendait vers l'est, c'est dans les plaines riches de Matanzas, au détriment d'autres cultures, au détriment de l'élevage et au détriment des bois, que s'est développée la culture de la canne à sucre. Et le port d'exportation est devenu, plutôt que La Havane, Matanzas. Hein. Et là, Matanzas est devenue une ville qui a profité de ce boom économique, forcément. Hein. Les enfants des planteurs, on les a envoyés étudier à l'étranger, ils ont acquis les bouquins, et Matanzas mérite bien son surnom de Athènes, hein, Athènes de Cuba. Et si vous allez visiter, je trouve que les touristes, les tours opérateurs ne vont pas assez à Matanzas. Pour moi, c'est une très belle ville, et je dis pour les Français qui apprendraient beaucoup. Parce qu'il y a de beaux bâtiments, et il y a toute une histoire avec tous ces aspects culturels, économiques, etc. Voilà. Bon, alors il y a 4 études sur Matanzas, ce qui est tout à fait étonnant. Je dis plus que sur Santiago de Cuba.